Bonjour à tous. Alors, nous avons déjà vu que pour qu'un corps soit en équilibre, il faut que la résultante des forces exercées sur cet objet soit nulle. Nous allons voir si cette condition est suffisante. Alors, prenons l'exemple d'un bonhomme qui essaye de tourner un volant. Pour faire tourner son volant, il doit exercer deux forces. Sa main gauche doit exercer sur le volant donc une force vers le haut et sa main droite doit exercer une force vers le bas. Si on modélise les vecteurs donc, de ces forces, nous allons avoir donc, une flèche vers le haut, l'autre vers le bas. Donc si on calcule la résultante de ces deux forces exercées sur le volant, nous allons constater que la résultante sera nulle. Alors ici, même si la résultante est nulle, donc même si la somme des forces est égale à 0, on peut voir que le volant ne sera pas en équilibre, donc le volant va tourner. Donc même si la somme donc, des normes des forces est égale à 0, nous voyons ici qu'il faut une condition supplémentaire pour qu'un corps soit en équilibre de rotation. Alors, pour introduire cette nouvelle condition, je vais réaliser une petite expérience. Alors, je place une tige sur un axe de rotation et au début, la tige est en équilibre. Et je suspends une masse non pas de 150 grammes mais de 100 grammes, donc à gauche de l'axe et pas à 10 cm, mais à 4 cm par rapport donc à l'axe de rotation. Alors, dès que je suspends la masse de 100 grammes, je vois bien que la tige s'incline. Je dois maintenant déterminer la position à laquelle je dois suspendre une masse de 50 grammes à droite de l'axe pour que la tige reste horizontale. Donc je vais tenter plusieurs distances jusqu'à ce que la tige reste bien horizontale. Alors je prends d'abord ma masse de 50 grammes et je suspends cette masse dans le premier trou qui se trouve à droite de l'axe de rotation. Je vois que la tige ne se met pas de manière horizontale. Je reprends la masse de 50 grammes et je la suspends dans le deuxième trou. Toujours pas de changement. Alors ensuite, je reprends la masse de 50 grammes et je la suspends dans le troisième trou à droite de l'axe de rotation. Et je ne vois toujours pas beaucoup de changements au niveau de la direction de l'axe de rotation. Ensuite, je prends encore une fois ma masse de 50 grammes et je la suspends dans le quatrième trou. Et là, je vois que que la tige se met bien de manière horizontale. Je peux encore essayer avec le cinquième trou, mais avec le cinquième trou, je vois que la tige tourne encore plus. Donc, ce n'est pas le bon trou. Donc, je garde le quatrième trou. Et donc, je vois bien que je dois suspendre la masse de 50 grammes dans le quatrième trou qui se trouve donc à droite de l'axe de rotation. Je mesure la distance qui sépare l'axe de rotation et le point donc où est suspendue la masse. Et je vois que cette distance est de 8 cm. J'écris donc sur ma feuille que la masse de 50 grammes sera placée à 8 cm de l'axe de rotation. Alors, je peux tracer les vecteurs de ces deux forces exercées donc par les masses sur la tige. Les vecteurs doivent pointer vers le bas et doivent bien être perpendiculaires par rapport à la tige. Donc, ces forces sont bien exercées vers le bas. Alors, calculons ensuite le produit des forces avec ces distances. Donc, premièrement, nous avons la force, donc la première force, qui a une valeur de 1 newton. Donc si je suspends la masse de 100 grammes sur un dynamomètre, je vais obtenir une valeur de 1 newton pour cette force. Et la distance qui sépare l'axe de rotation et le point d'application de cette force est de 0,04 mètres. Donc j'avais 4 cm, ce qui me fait 0,04 mètres. Le produit de cette force avec cette distance est égal à 0,04 newton par mètre. Donc
1 fois 0,04 est égal à 0,04 Newton par mètre. Alors faisons le même calcul pour la deuxième force, donc pour la masse de 50 grammes. Si je suspends la masse de 50 grammes à un dynamomètre, je vais constater que cette masse exercera donc une force de 0,5 Newton. La distance qui sépare l'axe de rotation et le point d'application de cette deuxième force est de 8 cm, donc 0,08 mètres. Et alors, la distance, le produit de cette deuxième force avec la distance, donc F2 fois D2, donc 0,5 fois 0,08, est égal à 0,04 Newton par mètre. Donc, si je regarde les résultats de ces deux produits, je constate que F1 fois D1, donc qui est égal à 0,04, est égal à F2 fois D2, qui est également égal à 0,04 Newton par mètre. Le produit donc, qu'on vient de calculer, donc les deux produits qu'on vient de calculer, qui sont donc les produits de la force avec la distance qui sépare la force et l'axe de rotation, s'appelle le moment de force. Le moment de force est symbolisé par un M majuscule. Et donc, le moment de force, c'est donc le produit de la force avec cette distance. Et le moment de force caractérise la capacité qu'a une force de mettre un corps en rotation. Nous mesurons donc le moment de force afin de constater si une force est capable de mettre un corps, donc un objet, en rotation. Et par convention, si une force fait tourner l'objet dans le sens antihoraire, on dit que le moment de force est positif, donc on dit que ce produit est positif. Par contre, si cette force fait tourner l'objet dans le sens contraire, donc dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que ce moment de force est négatif.